Très bien, donc déjà bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler, comme le titre l'indique, de voitures autonomes et d'éthique. Donc la question c'est, votre future voiture sera-t-elle équipée d'une morale? Et donc on va s'intéresser un petit peu, déjà on va mettre en contexte ce que c'est que la voiture autonome et à peu près où on en est techniquement aujourd'hui. Et ensuite on va parler de ce qu'est la machine morale et l'expérience de la machine morale qui a été réalisée par le MIT, et notamment deux papiers qui ont découlé donc de cette expérience. Et en la fin, j'aimerais ouvrir sur certaines questions que je me suis posées ou qui sont revenues quand j'ai discuté de cette expérience avec des connaissances à moi. Donc déjà, mise en contexte, je pense que vous savez à peu près tous ce que c'est que la voiture autonome. Je vais vous donner quelques exemples assez récents on va dire, d'exploits techniques, entre guillemets, de ce qu'on arrive à faire. On va parler déjà un petit peu des Français avec Renault Symbioz qui est sorti, je crois, qui est un prototype, un concept car qui est sorti il y a 2 ans, et qui est une voiture qui sait rouler de manière autonome sur l'autoroute, donc changer de fil, tout ça, mais qui sait aussi passer les péages, par exemple. On a bien sûr Tesla qui ne cesse d'évoluer dans ce domaine. Aujourd'hui, quand vous êtes possesseur d'une Tesla, selon le pays et la législation en vigueur, vous pouvez faire énormément de routes de manière autonome, que ce soit les autoroutes, des conditions d'embouteillage. Maintenant, vous pouvez même rouler dans des agglomérations, mais bien sûr, il faut rester attentif puisque la voiture peut arrêter le mode autonome à n'importe quel moment parce qu'elle est dans un cas où elle n'est pas capable de réagir. Et puis, pour parler encore un petit peu des Français, il y a à peu près 6 mois, il y a l'équipementier Valeo, donc qui fournit quand même énormément de véhicules aujourd'hui, notamment les marques françaises, qui a montré une expérimentation qu'ils ont fait de leur côté, donc avec leurs capteurs et leur technologie d'intelligence artificielle, de comment il était possible dans Paris, avec la circulation, avec les travaux, avec des piétons qui déboulent en dehors des passages piétons, qu'il était possible de conduire de manière autonome dans Paris. Donc bien sûr, il y avait encore une fois un humain derrière le volant au cas où, mais elle a réussi à faire un beau parcours en plein cœur de la capitale de manière autonome et de manière assez bluffante. À savoir comment a été réalisée la démo, mais sur le papier, c'est assez bluffant. Et donc avec toutes ces évolutions, il y a beaucoup de questions qui se posent, et maintenant, on est toujours sur des questions techniques. Il y a un monsieur qui s'appelle Luc Julia, qui était un des pères de Siri, l'assistant d'Apple, et qui travaille maintenant dans l'IA Lab de Samsung à Paris, qui dit que l'intelligence artificielle n'existe pas. Bon, ça, c'est surtout une question de marketing, mais surtout que la voiture autonome n'existera jamais. Selon lui, techniquement, c'est pas possible. Et maintenant, on parle plutôt de pilote à distance. Mais dans le cas où cette voiture 100% autonome existerait, on peut se poser du coup pas mal de questions d'ordre éthique. Déjà, la question de la responsabilité. S'il arrive un accident, qui est responsable? Est-ce que c'est la personne qui est dans la voiture, qui du coup n'a aucun rôle de conduite? Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que voilà, il y a cette question qui reste en suspens de savoir qui est responsable. Il y a des questions de réglementation. Aujourd'hui, on s'est très peu penché sur ce type de véhicule. Est-ce qu'on a le droit de les faire rouler et dans quelles conditions? Il y a la question, comme je le disais tout de suite, de l'autonomie totale. Qu'est-ce qui se passera à partir du moment où on enlève le volant? Déjà, est-ce que c'est possible? Et est-ce que on peut laisser quelqu'un qui n'a pas le permis à bord d'une voiture qui se conduit toute seule? Et une autre question, mais ça c'est plus une question, je pense, qui est liée avec toutes les révolutions qu'on a, que ce soit les révolutions industrielles ou les révolutions technologiques, qui est la fin de certains métiers. Par exemple, on sait que Uber en ce moment travaille sur sa partie recherche et développement sur les voitures autonomes pour, à terme, tout simplement supprimer les chauffeurs Uber et les remplacer par des voitures autonomes qu'on pourra appeler quand on en a besoin. Et donc dans tout ça, je me suis intéressé à la question, dans une situation critique, comme par exemple une panne de frein, que doit faire la voiture, donc sous-entendu la voiture autonome. On sait que l'humain il est soumis à tout un tas de choses, par exemple le stress, les sentiments ou son instinct de survie. Et dans une situation comme celle-ci, où il n'aura que quelques secondes pour réagir, il va avoir une réaction inconsciente
et finalement, il n'aura pas eu le temps de réfléchir à ce qu'il va faire. Par contre, dans le cas d'une machine, vu qu'elle va être capable de prendre des décisions beaucoup plus rapidement, et qu'elle n'est pas soumise à toutes ces choses-là, du coup, se posent des nouvelles questions de qu'est-ce qu'on doit faire dans certains cas. Pour rappel, je vous remets donc les lois de la robotique d'Asimov, qui disent qu'un robot ne doit pas porter atteinte à un humain tant qu'il est passif, l'humain, qui doit obéir aux ordres, sauf si ça rentre en conflit avec la règle 1, et qui doit protéger son existence, sauf si ça rentre en conflit avec les 2 règles précédentes. Et en fait, ces lois-là, elles sont non suffisantes pour la voiture autonome, tout simplement pourquoi ? Parce que vous mettez un humain dans un robot, et du coup, le robot, il va avoir des situations dans lesquelles où soit il va devoir tuer l'humain qui est à bord de la voiture, soit l'humain qui est à l'extérieur. Et du coup, ces lois-là ne suffisent pas à... on ne peut pas donner juste ces lois à une machine et dire maintenant tu conduis toute seule sur la route. Donc, on va parler donc de l'expérience de la machine morale, qui est une expérience qui a été réalisée notamment par des chercheurs du MIT. Donc l'idée, c'était d'établir un modèle éthique basé sur le vote. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près 233 pays participant à cette expérience, avec, je crois, plus de 86 millions de situations qui ont été votées. Donc avec différents types de scénarios, et surtout, ce qui est intéressant, c'est la diversité culturelle, et on s'aperçoit en lisant le papier que les personnes provenant de différents pays n'auront pas la même idée de l'éthique, de ce qu'est l'éthique, et de comment on doit agir dans ces situations-là. Donc l'idée de la machine morale, elle n'est pas nouvelle, puisqu'elle provient du dilemme du tramway, aussi appelé trolley problem en anglais. Donc, et donc, ils ont reproduit un petit peu cette situation-là. Donc l'idée, c'est de confronter les humains entre 2 choix, et que ce soit le plus simple possible. Donc en gros, quand vous allez sur la plateforme, vous avez une image comme ça. Donc vous pouvez aussi afficher des descriptions sur les côtés pour avoir un détail sur la scène. Et vous devez choisir entre je reste dans la direction dans laquelle j'étais censé aller, donc avec l'image de gauche, ou je change de direction. Et ensuite, il faut prendre en paramètre tous les différentes personnes qui sont sur la scène. Donc par exemple, ici, on voit qu'il y a 2 personnes âgées dans la voiture et 2 adultes, voilà. Que sur le passage piéton, déjà il y a des passagers qui traversent, enfin il y a des piétons qui traversent au rouge, dont une femme enceinte et 3 enfants, si je ne dis pas de bêtises. Non, elle n'est pas enceinte, donc une femme et 3 enfants. Et donc la question c'est, est-ce que on reste dans notre direction, puisque déjà on est dans notre droit, puisque la voiture, les passagers ne devaient pas passer à ce moment-là, mais qu'on a un problème de frein, donc on n'a pas le temps de s'arrêter. Donc est-ce qu'on reste dans notre direction, et dans ces cas-là, on tue les 3 enfants et cette pauvre dame, ou est-ce qu'on change de direction parce qu'on considère que de toute façon, les personnes âgées auront bien assez vécu leur vie? Bref, ça, c'est des questions compliquées, et donc à chaque fois, on se soumet à 2 situations qui sont générées de manière, entre guillemets, aléatoire, et on doit choisir entre la situation de gauche et la situation de droite. Dans l'expérience, en gros, vous êtes soumis à peu près à 13 questions, et à la fin de ces 13 questions, on vous pose un questionnaire sur d'où vous venez, votre sexe, votre âge, etc. etc. L'idée, c'est que, comme je le disais, les scènes sont générées de manière, entre guillemets, aléatoire. Et en fait, ces scènes sont générées à partir de 9 facteurs. Donc, donc, on met dans les scènes des humains ou des animaux. On met un changement de direction, comme je disais, on reste dans la direction ou on change de direction. Est-ce qu'on sauve plutôt les passagers ou les piétons? Est-ce qu'on prend en considération le nombre de personnes? Et si oui, est-ce que plus il y a de personnes, plus on considère qu'on doit les sauver? Le genre, l'âge, le respect de la loi, avec cette histoire de feu piéton, la corpulence et le statut social. Et histoire de ne pas trop ennuyer les gens, dans certaines scènes se cachent des personnages que j'ai appelés personnages spéciaux, comme des médecins, des criminels, etc. Et on remarque là aussi si ça a une influence, mais il faut savoir que dans les résultats qui sont donnés, ces personnages dits spéciaux
ne sont pas pris en considération dans les 9 facteurs. Et donc, après les 39,61 millions de décisions qui ont été prises par des votants dans 233 pays, on peut constater, par exemple, qu'on aura plus tendance à favoriser des humains que des animaux de compagnie. On aura plus tendance à sauver plus de gens que... Enfin, plus le groupe est grand, plus on aura tendance à le sauver. On aura plus tendance à sauver des personnes jeunes que des personnes âgées, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que là, on a des préférences globales, donc sur les 233 pays, mais qu'il y a aussi des préférences donc, selon les pays. Et en fait, ce graphique représente les distances entre chaque pays de préférence. Et donc, les personnes qui ont écrit cet article ont classé les personnes dans 3 clusters différents, donc les pays de l'Ouest, les pays de l'Est et les pays du Sud. Et on remarque que selon les préférences culturelles, on va dire, les personnes n'auront pas tendance à sauver le même type de personnes. D'ailleurs, j'ai pu constater que, par exemple, dans les pays asiatiques, le respect de la loi est quelque chose de très important dans leur choix sur cette plateforme. Donc, celui qui passe au rouge, il sera tué. Ce qui est hyper intéressant, c'est que là, je vous ai parlé en fait que de la première partie, c'est-à-dire la collecte des données, et un petit peu de comment ils les ont synthétisées derrière pour expliquer les choix des gens. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, derrière se trouve une étude où il montre plus en détail comment on peut prendre des décisions éthiques grâce au vote. Donc là, je vais faire très simple parce qu'en fait, le papier fait une dizaine de pages avec plein de théorèmes mathématiques et de preuves. Mais donc l'idée, c'est de collecter des données. Donc c'est ce que je vous ai montré avec la plateforme du MIT. Ensuite, c'est de faire de l'apprentissage. Donc sur votre profil à vous, on va pouvoir créer un modèle qui dit vous avez plutôt tendance à garder en vie des personnes jeunes ou des femmes enceintes, etc., etc. Et ensuite, ils font une synthèse donc, de tous ces profils pour déterminer un seul grand modèle qui va servir lors de la prise de décision, parce que la machine, si on imagine donc que cette machine, cette voiture autonome existe et qu'elle doit prendre une décision, elle doit prendre une décision ultra rapide, c'est-à-dire elle ne doit pas mettre plus de quelques millisecondes. Et si on lui avait juste donné ces 39 millions de réponses, clairement, elle n'aurait pas fait grand-chose. Et du coup, on a synthétisé toutes ces données pour ensuite permettre à la machine de prendre sa décision de manière très rapide et en fonction de tout ce qui a été retourné par les votants. Et on s'aperçoit que ce système, comme c'est montré dans l'article, est assez robuste parce qu'en fait, une fois qu'on a fait cette synthèse de toutes les données, si on prend des jeux de test, on arrive à montrer que ce que déterminerait la machine est dans 95% du temps ce qu'aurait choisi la globalité des personnes qui ont voté. Donc, voilà pour la partie un peu sur les 2 papiers de recherche qui concernent cette expérience. Maintenant, moi j'aimerais soulever quand même des discussions parce que c'est vrai qu'on parle de cette expérience et finalement, ce qu'on ne se pose pas comme question, je trouve, c'est dans quel cas elle va se servir. Et on remarque en fait que, si on réfléchit un petit peu, que ces situations-là, elles sont hyper rares. Donc, j'ai essayé de chercher des chiffres précis sur l'accidentologie en général. J'en ai pas trouvé. Où j'ai trouvé des vieux papiers de 1950 qui étaient clairement inexploitables. Mais on peut supposer que la majorité des accidents sont causés par l'homme, notamment grâce aux critères dont je parlais tout à l'heure, à cause des critères dont je parlais tout à l'heure, mais aussi la fatigue, l'alcool, tout ça. Alors qu'une machine, aujourd'hui, si on prend les voitures qui commencent à avoir de l'autonomie, effectivement, il y a eu quelques accidents et ça a fait beaucoup de bruit parce que voilà, c'est des nouvelles, c'est des voitures qui roulent toutes seules, c'est dangereux, etc. Mais en fait, on s'aperçoit quand on regarde les chiffres qu'elles ont sauvé plus de vies que
qu'il y a eu de problème, finalement. Et que la machine, si elle est bien conçue, elle ne sera que plus efficace que l'homme, notamment parce qu'elle n'a pas tout un tas de problèmes. Donc ça, c'est important à prendre en compte, c'est que finalement, ça représentera qu'une infime partie des cas dans lesquels la machine devra réagir. Et on peut imaginer que si les voitures roulent toutes seules, peut-être que les gens ne traverseront plus au feu rouge. Mais ça, c'est une hypothèse un peu farfelue. Et ensuite, il y a quand même de multiples biais dans cette expérience. C'est-à-dire que pour avoir mis plusieurs personnes devant l'expérience, déjà, il n'y a pas d'explication sur l'expérience. Donc, il y a des gens qui ne verront pas toutes les subtilités des scénarios. Il y a le fait de réaliser cette expérience seule ou à plusieurs, parce que j'ai remarqué que quand je le faisais avec des gens, on était amené à discuter du scénario et à faire évoluer la vie de la personne, alors qu'une personne qui est toute seule, elle prendra sa décision, elle dira « bon, moi je préfère ça », et peut-être même qu'elle prendra sa décision beaucoup plus vite. Si elle l'apprend réellement. En fait. Si elle l'apprend réellement, parce que ça, c'est vrai qu'il y a eu un... Est-ce qu'on prend rarement des décisions, enfin, je veux dire, au cours d'un accident Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas habitué à se poser ces questions-là quand... Et du coup, en fait, quand on se met devant ce type de scénario, c'est hyper difficile de répondre. Et d'ailleurs, j'ai une amie à qui j'ai filé le test, et à un moment, elle fait j'en sais rien, en fait. Elle était dans un cas où soit elle tuait... de toute façon, elle tuait un piéton, et c'était soit elle tuait un homme d'affaires, soit elle tuait un SDF. Mais elle dit, mais qui me dit, enfin, je connais pas la vie de ces deux personnes, donc je peux pas choisir. C'est pas parce qu'il est SDF qu'il est plus nocif pour la société que l'homme d'affaires. Et du coup, juste, ce qu'elle a fini. Et si tu les connaissais, ce serait plus facile de choisir. Ouais. Peut-être que c'est une question compliquée. Non, mais de toute manière, c'est pas des choses que tu considères au moment où tu réalises que tu vas avoir un accident. Oui, mais t'as genre 0,8. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'en fait, là, tu peux te poser des questions. Tu peux te poser les questions à la place de la machine quand elle arrivera dans ces cas-là, puisque elle aura le temps de réagir. On rappelle, entre le moment où vous décidez de freiner et commencer à faire quelque chose, il se passe une seconde. Ouais. Une seconde quand on est km/h, je sais pas si vous voyez bien ça. Et quand on n'est pas fatigué. Et qu'on n'est pas sous l'emprise d'alcool ou de drogues diverses. Et du coup, voilà, il y a certains cas où les gens sont pas en mesure de prendre la décision. Donc là, dans l'exemple que je prenais, ça s'est fini, elle a pris une pièce, elle a fait un pile ou face. Elle a dit, random, hein, je sais pas, donc voilà. Est-ce que des gens sont prêts à acheter des voitures c'est le comportement est probabiliste. Et là, on en revient à un truc beaucoup plus large. C'est le point suivant. Okay. Et du coup, donc la bonne compréhension de la situation, comme je disais, parce que par exemple, j'ai fait le test à quelqu'un qui n'avait pas vu qu'il y avait des feux de signalisation pour les piétons. Du coup, c'était plus ou moins biaisé puisque elle n'avait pas pris en compte tous les paramètres de la situation. Il y a la réflexion qui est plus ou moins longue, parce que peut-être que si vous allez réfléchir 3 jours sur la question, vous aurez une réponse qui est différente que si vous réfléchissez que 2 secondes, ou que vous faites juste ça en mode c'est un jeu et voilà, je clique au pif. Et il y a justement la position de l'utilisateur. Ce qu'il faut bien voir, c'est que tel que le problème a été présenté, ce que voulaient faire les chercheurs du MIT, c'est que vous ayez une position neutre par rapport à cette situation, que vous ne soyez pas acteur dans la situation. Et ce qu'on remarque, c'est que, ce qu'on peut supposer, c'est qu'il y a des gens qui vont se mettre dans la tête d'un passager et se dire, moi, si je suis passager, je ne veux pas mourir, quoi. Qui achèterait une voiture qui est capable de le tuer? Et du coup, en fait, de prendre la décision de le tuer. Et du coup, en fait, ça aussi, c'est un gros biais parce que, et même de manière générale, si on arrive à un point où on arrive à prendre une décision éthique en tant que personne neutre et dire que s'il y a une personne dans la voiture et qu'il y a 5 piétons, on va préférer tuer la personne dans la voiture parce qu'elle est toute seule et ça fait moins de morts.
au moment où on va devoir acheter ou louer cette voiture, bah, on va peut-être se poser des questions, de se dire, bah oui, mais s'il y a des piétons en face de moi, la voiture, elle va me buter moi et pas les piétons. Et donc ça, pour moi, c'est quand même un des gros biais de cette expérience-là. Voilà, donc c'était un peu une introduction à ce sujet qui est finalement vaste et on n'a pas spécialement plus de réponses, à part que l'expérience est intéressante de savoir comment on peut prendre des décisions éthiques basées sur le vote, et que cette étude-là pourrait être utile peut-être dans d'autres cas. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille la vidéo de Up and Atom, qui est très bien faite et qui reprend une partie de ce que j'ai dit là. Et bien sûr, il y a les sources des 2 papiers de recherche dont je parlais qui sont sur le site minimalist.love ou au dernier slide. Juste un petit point, là c'est le prof qui parle 2 minutes, donc il est indispensable que vous ayez la référence sur donc les lois de la robotique d'Asimov, mais comme on avait déjà discuté une autre fois, c'est la même blague que le chat Schrödinger en fait, hein. Donc il faut que ce soit bien clair que de la même manière que Schrödinger avait parlé de son chat, donc Asimov parle des lois de la robotique pour dire que ça ne marche pas. D'accord ? Tous ces bouquins, c'est des centaines de pages qui expliquent qu'à partir de ces 3 grands principes qui, pris isolément, là, n'ont pas l'air complètement débiles, il vous en fait des centaines de pages pour vous expliquer que ça ne marche pas. Donc, en même temps, il est indispensable que vous ayez la référence et en même temps, attention à ce que vous lui faites dire. Pour ceux que ça intéresse, donc il y a Stuart Russell, donc l'un des 2 auteurs avec Peter Norvig du fameux bouquin qui s'appelle Artificial Intelligence: A Modern Approach, que vous avez certainement déjà vu, j'espère. Donc il a fait un TED sur le sujet qui s'appelle 3 Principles for Creating Safer AI. Oui, Stuart Russell, pardon. Voilà. Et j'aurais aimé, donc j'aurais d'autres questions, mais je voudrais laisser un peu parler les autres, mais j'ai quand même une question qui était, c'est quoi l'argument pour dire les voitures ne peuvent pas exister en fait ? Le fait que là tout de suite ça fonctionne pas très bien, ouais. L'idée que ce genre de sentence définitive, j'ai pas entendu d'argument en fait. Ouais, alors moi ce qui m'intéresserait, c'est en fait ça je l'ai entendu dans un podcast de Luc Julia sur France Info, je crois, okay. Dans une interview avec là, tout de suite, ça me dit rien, Jérôme Colombin de mémoire. Tu nous retrouveras le link s'il te plaît ? Oui, je pourrais l'ajouter d'ailleurs sur les sources. Et donc j'ai juste entendu ce podcast donc, de ce monsieur qui est manifestement haut placé chez Samsung dans le département IA, qui disait que lui, il était catégorique sur le fait que ça n'existerait pas parce qu'il y a toujours des cas où on ne pourrait pas être capable d'agir. Donc ce qu'il disait dans le podcast, c'est qu'il y a 95% du temps où la voiture autonome, ok, ça marche, et il y a 5% du temps où on ne sera pas capable d'agir. Et il prenait l'exemple notamment des constructeurs automobiles qui, au CES, parlaient plutôt d'autonomie partielle, alors qu'il y a 1 an, on parlait d'autonomie totale. Et ils se sont assez calmés sur le sujet en disant que ouais, c'était peut-être pas tout à fait ça. Tu comprends bien la différence entre on n'avance pas aussi vite qu'on avait imaginé, ouais. Et je pense que pour tout futur envisageable, de toute façon, il n'y a rien de jouable jamais. Et donc ça c'est un premier point. Et le deuxième, c'est, mais franchement, est-ce que les humains, ils ont l'air d'être des machines qui marchent, qui sont parfaites à 100% quand ils sont violents ? Franchement, quoi. Donc la question, elle est toute conne. Hein. Si jamais, du jour au lendemain, tu es capable de diviser ton nombre de morts sur les routes par 10 ou même par 2... C'est déjà beaucoup, oui. Non mais là je pose une question spécifiquement d'éthique. Est-il acceptable, si jamais tu as une solution technique qui divise ton nombre de morts par 2, c'est immoral de ne pas le faire. Oui, bien sûr, ça, d'accord. Donc, oui, mais en fait, le fait en fait, ce qu'il y a, c'est que... à 100%,
Ouais, mais ce qu'il y a, c'est en fait, je pense que après, il faudrait lire son bouquin parce qu'il a écrit un bouquin à ce sujet. Et je pense que voilà, il faudrait lire son bouquin pour avoir les vrais arguments qui sont derrière, plus qu'un podcast de 5 minutes. Mais en fait, je pense que là où il voulait en venir, c'était de dire que, OK, on aura une autonomie, et qu'on va le faire parce que c'est déjà ce qu'on est en train de faire. Enfin, on voit, il y a de plus en plus de voitures qui ont une partie autonome, et qu'on pourra être autonome sur des grosses portions de trajet, mais qu'il devra toujours y avoir quelqu'un derrière le volant qu'on pourra sonner pour dire reprends la main, parce que en fait le fait de lui, son propos, c'était de dire qu'il n'y aura pas d'autonomie complète, mais qu'il y aura une autonomie quasi complète, bon, partielle quoi, et que en fait c'est pas pour répondre à ta question, on peut faire une réponse graduée. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire bah on fait pas, on peut faire jusqu'à. J'ai déjà dit tout à l'heure que quand tu as un obstacle et qu'il te faut déjà une seconde pour que tu commences effectivement à appuyer sur le frein, tu te rends compte si en plus il faut te rendre compte que la voiture vient de te redonner la main. C'est compliqué. Ou alors c'est peut-être pas la bonne manière de poser la question, je sais pas. Mais... Ouais, mais la voiture va te demander de reprendre la main dans genre moins de 5% des cas. Dans tous les autres cas, elle va prendre une décision elle-même. Et d'ailleurs, c'est déjà ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, il y a de plus en plus de voitures qui sont équipées du frein automatique. Est-ce que mon histoire de tout à l'heure de dire qu'on va diviser le nombre de morts par 2, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de calculer ça ou bah, j'ai pas trouvé. Ou est-ce qu'on en est réduit Et en fait, je pense que ça revient au fait que bah, on n'a pas, enfin en tout cas, moi, j'ai pas trouvé de chiffres ou d'études sérieuses qui parlaient de la mortalité sur les routes. Mais on peut quand même constater de manière un peu intuitive qu'il y a quand même beaucoup d'accidents qui sont générés par les humains. Voilà. En fait, c'est ça. Et que les défaillances techniques, aujourd'hui, c'est bah, ta voiture, elle n'a plus de frein. Enfin, c'est pas un truc qui arrive. Absolument. Attention, oui. Attention à des réponses trop rapides là-dessus. Hein. Ouais, mais les premières causes Berry ressort à la moindre occasion le fait que, d'après lui, j'ai toujours pas réussi à trouver sa source. Donc, les conneries des régulateurs de vitesse Toyota ont tué 89 personnes. C'est pas. Oui, mais c'est 89 personnes, c'est quel pourcentage par rapport à tous les gens qui ont été tués à cause je suis d'accord que d'un point de vue relatif, c'est pas obligé d'être énorme, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'en termes d'image de marque. Oui, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et bon, clairement, on s'éloigne de l'éthique si on pose le débat comme ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres de manière générale sur l'automobile. Ouais. Des questions compliquées entre guillemets. Pourtant, j'en ai cherché quelques. Enfin. C'est quand même que la voiture tue dans la plupart des cas. Et par exemple, ça dépend vraiment des cultures. Parce que la voiture autonome, ça arrivera, si jamais ça arrivera en premier aux États-Unis. Parce que là-bas, ils ont des routes super larges. Ils ont la voiture pour tout. Les piétons, ça n'existe pas. Alors qu'en Europe, ce sera beaucoup plus compliqué. Oui, non, c'est sûr. Par contre, que tu n'aies pas parlé de la femme qui a été tuée par Uber l'année Ouais. dernière. Ça, en fait. C'est un truc qui est explicable uniquement par le fait que Uber ait voulu mettre leur voiture sur la route. Parce qu'elle est morte sur une route déserte où il n'y avait personne. Oui. Où la voiture l'a identifiée comme étant un obstacle n'étant pas dangereux pour l'habitacle. Et du coup, il a continué à rouler en disant je vais taper dedans. Ouais. C'est un carton. Quoi. Mais en fait, ce qui est assez ouf dans ce problème, c'est que. C'était la situation la plus simple à faire, parce qu'il y avait juste un écart à faire. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu. Ouais, mais en fait, ouais. Et oui, alors, oui. On va dire plus poussé, dans des cas plus tordus, alors que. Là, tu penses qu'on est sur une défaillance technique Oui, là. Oui. Je crois que même Uber a. de confiance ouais. avait pas été mis assez élevé, on va dire, parce que sinon, la voiture, elle ferait des écarts pour tout, en fait, pour t'éviter. C'est ça. Et du coup, et clairement, là, il y avait un problème technique. Mais ce qui est fou, c'est que les gens ont réagi en disant la voiture autonome, c'est dangereux. Enfin, voilà. Bon, clairement, là, il y a eu un problème. Et ils ont mis la faute sur la personne qui était derrière le volant, qui était censée. Bon, il s'avérait qu'elle n'était pas du tout dans les clous, puisqu'elle était en train de regarder une vidéo sur YouTube ou une série sur Netflix, j'en sais rien. Il s'avère que, en fait, c'était des conditions de nuit avec du brouillard. Je crois que c'était plus ou moins à la sortie
d'un virage sur une route à 90, comme tu le disais. Donc en soi, si la voiture autonome, la partie autonome de la voiture avait été au point, elle aurait sûrement évité le piéton. Par contre, si elle avait été attentive, je ne suis pas sûr qu'elle l'aurait évité, mais... Et vous connaissez la réponse de Cédric Villani, tout ça c'est bien gentil, mais ce jour-là, sur les routes françaises, il y a eu 10 morts dont personne n'a entendu parler. Oui. Donc, encore une fois, hein, moi j'ai pas les réponses ni techniques ni morales, mais faut pas oublier là-dessus comme sur tout le reste qu'on n'est pas si bon que ça. On n'est pas la référence ni en matière d'intelligence, ni en matière de conduite, enfin voilà. Nous sommes l'espèce qui possède le cerveau le plus compliqué qu'on connaisse, ce qui n'est pas rien, mais on est les plus polyvalents. oui, non, mais il n'y a pas une. Les TUFA super. Oui, et on connaît vachement bien les TUFA.